Bonsoir à toutes et bienvenue dans cette rencontre en format vidéo que nous avons décidé d'organiser à l'occasion de la Journée mondiale des troubles alimentaires du 2 juin 2026. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour cette discussion autour d'un thème qui traverse énormément de problématiques liées aux troubles alimentaires aujourd'hui, le contrôle. Le contrôle de soi, le contrôle de l'alimentation, le contrôle de son image, le contrôle du corps. Quand est-ce que bien manger devient une obsession? Mais aussi cette question plus profonde. Qu'est-ce qu'on cherche vraiment à contrôler derrière la nourriture? Nous sommes au mois de juin et beaucoup de personnes sont en pleine tentative de régime alimentaire pour perdre quelques kilos avant la fameuse preuve du maillot de bain. Et en ce moment, la question du contrôle de la nourriture est peut-être très présente pour beaucoup. Entre plan alimentaire et régime, on peut parfois perdre le contrôle dans la tentative même de vouloir le garder. Contrôle des calories, contrôle des macros, peser des aliments, discipline alimentaire. Et parfois, peser ces aliments peut rester parfaitement sain, structurant, aidant, mais parfois aussi le contrôle prend une autre place, il devient rigide et obsessionnel. Et il peut progressivement déraper vers une souffrance psychique importante. Je présente ce soir Fanny Rillet, spécialiste en nutrition et perte de poids, coach certifié, qui accompagne depuis des années des personnes dans leur parcours de transformation corporelle. Fanny, Bonsoir. bonsoir, je te laisse te présenter, dire quelques mots sur ton parcours. Oui, alors effectivement, j'accompagne des femmes qui ont entre, je dirais, 30 et 55 ans et voilà, qui ont pour la plupart un objectif perdre de poids. Et c'est vrai que du coup, ben, ma méthode que je propose pour arriver à ça, c'est justement de voir où elles en sont en termes de macronutriments, donc d'essayer de viser un certain nombre de protéines, glucides et lipides. Voilà, sur 24 heures, donc au quotidien. En sachant que vraiment le but de cette méthode, c'est vraiment oui, qu'elles avancent sur leur objectif, donc leur objectif de perte de poids, qu'elles puissent voilà, avancer là-dedans, mais pas non plus à n'importe quel prix. Donc ça veut dire que justement, en regardant un petit peu où elles en sont, par exemple en termes de protéines, on peut justement s'assurer que oui, la perte de poids, elle est là, mais que la fonte musculaire est vraiment minimisée. Donc on essaie vraiment voilà, de pas faire les choses n'importe comment, de vraiment mettre toutes les chances de notre côté pour que le corps, qui finalement est déjà stressé par ce déficit calorique, que, ben voilà, que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Euh, Le je sais pas si... contrôle des macros, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi les macros? Ouais. Donc les macronutriments, comme je disais, c'est vraiment quelque chose qui est dans notre nourriture dans tous les jours. Donc c'est pas des compléments qu'on doit prendre en plus ou comme ça. Donc macro, c'est le mot court pour macronutriments. Donc il y en a trois, c'est les protéines, les lipides et les glucides, en sachant que chacun est vraiment super important pour bah, voilà, qu'on se sente bien au quotidien. Les glucides étant notre source d'énergie numéro un. Les lipides, ça va être super important pour notre équilibre hormonal. Donc voilà, pour vous, mesdames, on ne lésine pas sur les lipides non plus. Et les protéines, comme je disais, bah, justement pour vraiment bah, s'assurer que la fonte musculaire soit minimisée lors d'un déficit calorique et même pour voilà, notre bien-être musculaire au quotidien. C'est important justement que les protéines aient aussi leur place dans notre alimentation. Et l'idée, c'est justement ben, d'atteindre un certain équilibre. Alors après, il ne faut pas non plus tomber dans le surcontrôle de se dire à chaque repas doit absolument avoir une telle ratio de protéines, etc. On essaie vraiment de garder quelque chose qui est faisable sur la journée et même comme ça, enfin voilà, on reste quand même assez flexible. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je dois souvent aussi rappeler à mes coachés qui commencent un suivi chez moi qu'elles sont vraiment au taquet, elles ont envie de faire les trucs justes, ce qui est bien, mais bah, des fois elles se mettent beaucoup de pression en fait, justement pour atteindre ces chiffres, elles essaient d'être au gramme près, etc. Puis moi c'est un peu mon rôle en fait de venir un petit peu bah, mettre de la flexibilité là-dedans, de pouvoir relâcher la pression, de pouvoir les Mhm. accompagner là-dedans. Et c'est d'ailleurs pour ça que mon accompagnement il est très proche de la personne. En fait, on a vraiment, bah, chaque semaine, une communication, on a un retour ensemble, on a une discussion pour s'assurer bah, qu'on reste dans quelque chose qui est sain, en fait.
Le thème peut être délicat, celui du contrôle. Ça dépend des profils qui viennent chercher de l'aide chez toi, j'imagine. Oui, ouais. Et j'aimerais, à juste ce titre maintenant, euh, présenter Margot Meyrand-Goldmink, psychanalyste, docteur en philosophie et psychopathologie, auteure de La maladie du faux soi, publié aux éditions Hermann en 2023, un ouvrage issu de son travail doctoral. Margot, c'est un plaisir de pouvoir discuter avec toi autour de cette thématique du contrôle qui est euh, au centre de tes activités en tant que psychanalyste. Je te laisse te présenter. Oui, bonsoir Sarah. Merci de m'avoir conviée à cette discussion. Euh, oui, donc comme tu l'as dit, j'ai commencé à travailler sur l'anorexie mentale spécifiquement au moment de mon doctorat. Donc j'ai fait une thèse de philosophie et de psychopathologie à l'université de Tours qui portait sur euh, la question de savoir comment une psychopathologie comme l'anorexie mentale éclaire ce qu'est un rapport normal au corps, en essayant de dégager justement cette normalité de la norme sociale. Euh, et donc essayer d'identifier ce qui pourrait être un rapport sain plutôt au corps à travers l'analyse des mécanismes psychopathologiques. Euh, et puis ensuite, ça a débouché effectivement sur un premier livre, La maladie du faux soi, qui est, comme le titre l'indique, d'inspiration davantage winnicottienne. Euh, et puis, depuis, j'ai aussi commencé effectivement une activité de psychanalyste. J'ai eu un certain nombre de patientes, là aussi, des jeunes femmes de 30 à 55 ans. Parfois plutôt en fait des jeunes femmes à partir de 17 ans en réalité. J'ai même eu des adolescentes euh, qui venaient à moi pour toute une variété de formes en réalité d'anorexie mentale, mêlées ou non d'ailleurs à de la boulimie. Mais donc des formes plus ou moins rigides. Certaines étaient vraiment dans une pratique, on va dire, très orthodoxe de l'anorexie mentale, et d'autres avaient déjà un peu acquis une certaine liberté, une certaine souplesse par rapport aux symptômes. Euh, donc voilà, c'est très intéressant de ce point de vue-là aussi, puisqu'il n'y a pas, évidemment, cliniquement, il n'y a pas une forme homogène ou indifférenciée d'anorexie mentale. Euh, et puis actuellement, enfin dernièrement, je travaille surtout sur la question du vide et sur la question du rapport au temps dans l'anorexie mentale et dans d'autres troubles du comportement alimentaire, et aussi énormément en lien avec la dépression. Voilà. Merci, c'est très intéressant. Et j'aimerais en profiter pour faire tout de suite un lien, si vous êtes d'accord, sur la problématique du contrôle et le début d'un régime alimentaire. Mhm. C'est-à-dire que j'en ai parlé avec Fanny l'autre jour. Moi, je me suis un peu questionnée par rapport à sa méthode de peser. Tu me diras si je dis juste, hein, Fanny, la Mhm. pesée et le contrôle des macros Mhm. pour apprendre à ce que le corps a besoin dans le sens d'une hygiène alimentaire. Alors, est-ce que tu as de l'expérience à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des personnes que tu as pu suivre, qui ont eu des difficultés au niveau d'un contrôle trop obsessionnel? Qu'est-ce que tu fais dans ces situations et quels Mhm. sont, d'autre part, les aspects positifs de ta Ouais, ouais, ouais. méthode? Mhm. Bah écoute, là je vais aussi répondre en partageant un peu ma propre expérience à moi, mais ça englobe aussi ben, plein de coachés en fait qui viennent vers moi avec le même vécu en fait que moi j'ai eu.
En fait, si tu veux, moi, pendant de longues années, ben, j'étais vraiment dans ce truc de contrôle pendant plusieurs jours d'affilée. Tu vois, c'était vraiment beaucoup d'aliments bannis, des choses comme ça, très, très restrictifs et très enfin, réglés, avec beaucoup de règles, quoi. Euh, donc, quelques jours dans la semaine qui étaient vraiment très bas en calories, avec des jours après qui étaient beaucoup plus hauts. Voilà, une estime de moi aussi qui variait beaucoup selon dans quel jour j'étais, assez compliqué. Et pour le coup, c'était très dans le contrôle. Enfin, c'était vraiment, ça basculait dans soit très dans le contrôle ou soit dans la perte de contrôle totale. Lâcher les vannes. Lâcher les vannes, ouvrir, voilà, lâcher les chevaux, tout ce que tu veux, effectivement, le chaos, quoi. Et, euh, et en fait, moi, j'étais vraiment persuadée quand j'étais dans ce moment-là que quand je voyais, par exemple, des fit girls sur Insta et tout ça, d'ailleurs, faire attention aussi avec qui c'est qu'on suit sur Insta, je pense que c'est important, c'est encore un tout autre sujet. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui peut être assez trigger, quoi, quand on a un objectif ou quand on se sent pas très bien dans sa peau. Mais disons que moi, j'étais persuadée que ces personnes elles étaient dans un contrôle absolu tous les jours, que vraiment, voilà, qu'elles étaient plus fortes mentalement que moi, en fait, elles avaient réussi quelque chose que moi, j'avais loupé. Il y avait quelque chose de désirable Ouais. à gérer. Ah ouais, ouais, complètement. Puis vraiment ce truc que j'ai l'impression d'être faible en fait, complètement. Euh, et en fait, bah, à un moment donné, j'ai vu justement que c'était possible. Justement, j'ai vu sur Insta quelqu'un qui partageait ben, son assiette, les macros, etc. Enfin, qu'est-ce qu'il y avait dans son assiette en fait, qu'est-ce qu'il y avait derrière son assiette. Puis je me suis dit, ah, mais c'est super intéressant et tout. Et au début, j'ai un petit peu comme ça testé. Et après, bah, je me suis formée là-dessus parce que je me suis dit, en fait, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui est bon pour moi et pas juste suivre des chiffres que je vois sur Internet ou comme ça. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai voulu me former d'abord pour moi. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais manger beaucoup plus que ce que je pensais et qu'en fait, c'est venu en fait rendre neutre plein d'aliments bah, que pour moi qui étaient vraiment hyper diabolisés en fait. Enfin, tu vois, par exemple, le chocolat, je me suis rendu compte que je pouvais manger tous les jours du chocolat. Moi qui adore le chocolat et pourtant, ben, avant, c'était mon grand truc de, en fait, tu ne manges plus de chocolat ou c'est un petit carré une fois dans la semaine, tu vois. Alors que là, je me suis dit, mais en fait, non, tu peux manger un carré, enfin, combien tu veux à midi, et puis le soir, tu peux peut-être encore reprendre un petit peu. Enfin, donc, en fait, je me suis rendu compte vraiment que je pouvais manger beaucoup plus que ce que je pensais pour quand même atteindre mon objectif. Tu vois, mon objectif qui était ben, de me sentir forte, de me sentir bien, enfin voilà. Euh, et en fait, ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans les personnes qui viennent vers moi, c'est qu'en fait, il y a tellement d'infos sur Insta qu'en fait, elles sont déjà perdues, elles ont testé 1000 trucs. Et en fait, elles sont vraiment dans ce truc de... et ben, ça revient souvent dans dans le formulaire avant qu'on aille notre premier échange, de dire, ben, en fait, j'essaye, mais je lâche. Donc, il y a vraiment ce truc de la corde tendue, l'élastique tendu qui lâche. Donc, parce qu'en fait, elles se mettent dans des trucs qui sont très restrictifs. Euh, et à ce moment-là, moi, j'aime bien, bah, en fait, dire que les macros, c'est vraiment un apprentissage, en fait. Tu vas vraiment te rendre compte, ben, quels sont tes besoins, etc. Puis c'est vrai que pour certaines personnes, ben, ça peut paraître effectivement un contrôle très extrême, hein, le fait de peser ses aliments, de les mettre dans une application qui va ensuite t'expliquer ben voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière ce que tu manges. Mais je pense que pour certaines personnes, alors de nouveau, pas toutes, ça je te rejoins totalement, c'est pas quelque chose qui convient à tout le monde, mais il y a vraiment beaucoup de personnes qui en fait ont ce besoin de réapprendre en fait quels sont leurs besoins parce qu'elles ont tellement suivi 1000 trucs, testé plein de choses qu'en fait elles sont plus du tout connectées à leurs sensations, connectées à leurs besoins. Et voilà, le truc de peser, moi je dis toujours, c'est vraiment le temps du suivi. Moi je dis toujours à mes coachés au tout début, je dis, si, je sais pas, je croise une coachée qui a fini son suivi 6 mois après et qu'elle me dit, en fait Fanny, super, j'ai pu maintenir mon poids perdu, par contre je me sens obligée de peser tous les jours pour maintenir ce poids perdu, pour moi mon coaching, il a échoué en fait, il y a un problème dans mon suivi, tu vois. Donc pour moi c'est important que la personne, quand elle parte, elles se disent, ben, OK, maintenant j'ai appris des choses et maintenant je suis autonome et je me fais confiance et c'est bon, en fait, j'ai plus besoin de peser. Je sais ce qu'il me faut et je me sens bien comme ça. Désolée, j'ai beaucoup parlé, mais j'espère que j'ai peut-être répondu à ta question par rapport au questionnement que tu avais de base. Oui, c'est très intéressant. Tu es en train de dire que ça permet à la personne de retrouver petit à petit peut-être un sentiment de faim ou de satiété qui ont été perdus avec les différentes tentatives, peut-être de perte de poids ou peut-être des problématiques boulimiques. Enfin, moi, j'ai pas mal de patientes qui souffrent d'hyperphagie ou de boulimie nerveuse qui n'ont plus du tout cette capacité à pouvoir sentir la Mhm, faim mhm, et à pouvoir distinguer
une fringale, une grosse fringale, cette pulsion qui te pousse à avaler et à manger, et donc aussi incapable de ressentir la satiété, faim et satiété. Mais moi, alors, puisque tu as parlé un petit peu de toi, moi, je pourrais vous dire que pour moi, le contrôle de l'alimentation et de la nourriture, c'est un échec complet. Ça ne m'a jamais réussi. Mm. C'est impossible. Je n'arrive même pas à préparer une recette en suivant les grammes et les indications qui sont données. C'est-à-dire, ça me dépasse et je n'arrive pas à maintenir le contrôle. Il m'a fallu beaucoup de temps, beaucoup d'années, beaucoup de thérapie aussi, pour réussir à être connecté à mon corps, à ma sensation de faim et être capable de respecter la satiété qui peut arriver assez rapidement et pouvoir savoir quand est-ce qu'il y a ce moment où ça risque de basculer vers une crise alimentaire ou manger encore plus. Dans tous les cas, je n'aurais pas pu suivre ton plan alimentaire. Enfin, je n'aurais pas su comment faire. Oui, et puis comme je t'ai dit, je pense Euh, qu'effectivement, c'est pas, voilà, il faut que la personne elle soit en accord avec ça, il faut que ça lui parle. Moi, il y a certaines personnes, elles savent pas des fois pas forcément ce que je propose comme suivi, puis au téléphone, lors du premier appel, elles me disent, ah mais en fait, il faut peser ce que je mange. Ouais, non, alors en fait, ça c'est quelque chose que je suis pas prête à faire. Je suis un peu là, ben pas de souci, tu vois. Enfin, c'est ok, il y a mm, aucun problème. Enfin, moi, je me rends bien compte que certaines personnes, elles ont pas envie de ça, que ça leur parle pas pour diverses raisons, et je comprends bien, tu vois. Il y a aussi des fois ce truc que bah, il y a quelqu'un qui vient vers moi et puis qui me dit, ouais, écoute, moi, j'ai eu longtemps des TCA, etc. Mais ta méthode, elle me parle. Est-ce qu'on peut quand même tester? Enfin, maintenant, je me sens beaucoup mieux par rapport à ça, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine. Puis ça, c'est quelque chose, ben, moi, j'essaye un peu d'évaluer sur le moment bah, comment la personne elle se sent par rapport à la nourriture, sa relation à la nourriture. Et c'est vrai que on arrive à faire de belles choses. Justement, la personne elle arrive à reprendre confiance, finalement à renouer en fait avec ses sensations. Après, j'ai aussi eu une fois le truc où la personne, bah, elle m'a dit au départ, elle m'a dit ah mais c'est bon en fait les TCA c'est plus un sujet pour moi, il n'y a pas de souci. Mais clairement, moi, je sais que c'est des gens, je fais très, très attention. Souvent, enfin, chaque semaine, je leur dis comment ça va ta relation à la nourriture, comment ça va, la charge mentale que ça te fait, etc. Puis cette personne-là, à un moment donné, elle m'a dit, écoute, je sens que ça me fait pas du bien, en fait. Enfin, elle m'a dit, ben, la nuit, enfin, avant de m'endormir, je réfléchis à qu'est-ce que je vais pouvoir manger le lendemain. Et à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, on arrête alors, parce que moi, pour moi, c'est pas OK, tu vois. Enfin, donc c'est vrai que ah oui. c'est toujours des personnes, je pense qu'il faut quand même, ben, chaque personne est différente, comme je te dis, ben, certaines personnes, ça va peut-être les aider, d'autres personnes, au contraire, ben, ça va peut-être venir renforcer, pardon, ou réveiller même peut-être quelque chose qui était plus forcément Activé. là, voilà, réactiver. Et ça, c'est quelque chose, clairement, j'en suis Mhm. consciente, et puis ça, c'est quelque chose que je prends vraiment à cœur aussi dans mes suivis, quoi. Fanny a introduit la question de la perte de contrôle, finalement, qui peut arriver à ses coachés, donc aux personnes qu'elle suit. Et j'aimerais te poser cette question. Dans les troubles alimentaires, le contrôle devient souvent quelque chose d'identitaire, donc quelque chose de rigide, de presque compulsif. Quelle est ton expérience, par rapport à ce sujet? Oui, effectivement. Alors, il y avait différentes remarques qui me venaient par rapport à ce qui était dit avant, notamment d'ailleurs que c'est vrai que généralement, pour les personnes qui ont eu des troubles du comportement alimentaire, et bon, enfin, surtout aux personnes anorexiques et boulimiques et à l'anorexie-boulimie, celle qui est combinée avec de la boulimie, qui commence d'ailleurs généralement par une forme d'anorexie restrictive et qui dégénère dans le temps par une anorexie associée à de la boulimie parce que la restriction pure est très difficile à maintenir dans le temps, dans la mesure où elle est extrêmement frustrante et que progressivement, de façon purement biologique en fait, indépendamment même du concours, on va dire psychologique du sujet, des privations extrêmes qui sont prolongées ont tendance à- comment dire, à activer cette espèce de rage, en fait, de rage de dévorer quelque chose qui n'est plus, en effet, à proprement parler de la faim, mais qui est vraiment compensatoire par rapport à une restriction qui a été très installée dans le temps, avec effectivement des personnes qui s'endorment en réfléchissant à ce qu'elles vont pouvoir manger le lendemain, qui font parfois même des rêves de nourriture. Euh, et donc, quand la boulimie vient, euh, ce qui est intéressant, c'est que souvent le sujet anorexique le vit comme
une sorte de trahison de son corps et il se dit ben c'est que j'ai donc raison de me contrôler le restant du temps parce que je suis bien cette personne vorace qu'il faut absolument discipliner, comme s'il y avait quelque chose de monstrueux en soi-même et que donc ça donnait raison en fait à l'anorexie mentale. Mais en réalité, c'est l'anorexie elle-même qui a entraîné cet effet, ce contre-coup physiologique. Et donc, qui est suivi de vomissements, bien sûr, pour essayer d'en annuler les effets autant que possible, dans la mesure où la disposition principale reste anorexique. Mais donc, voilà, la boulimie, enfin, les crises de boulimie, comme ça, maîtrisées par des vomissements, essaie de redonner un petit peu de... Comment dire, généralement, c'est là pour soulager le sujet qui est extrêmement frustré. Et c'est vrai que dans la rémission, c'est assez dur de proposer comment dire, des régimes. Alors, enfin, je trouve qu'il y a deux choses, parce que, en réalité, il y a certaines patientes, c'est en majorité des femmes, donc je parle au féminin, même s'il y a quelques hommes anorexiques aussi. Certaines patientes demandent des conseils diététiques et des régimes parce que le fait d'entreprendre une guérison comme ça à vide, en fait, c'est extrêmement effrayant. Donc, je sais que Hilde par exemple, mentionnait dans ses travaux sur l'anorexie mentale le fait que voilà, elle donnait quand même des conseils. De nutrition, de diététique à ces patientes parce que ça leur fixait une sorte de cadre et elles avaient l'assurance qu'elles allaient guérir mais en restant minces. Donc elles acceptaient de ne plus être maigres, mais il fallait qu'elles restent quand même dans le voilà dans la minceur. Mais je sais aussi, alors à la fois par expérience personnelle et aussi de ce que j'ai vu avec beaucoup d'autres patientes, que notre voie privilégiée, c'est de renoncer à toute espèce de contrôle et d'aller vers soit ce qu'on appelle les régimes all-in, où il y a plus de voilà, il y a plus de règles, donc c'est vraiment euh, eh bien, l'idée que la nourriture est disponible en permanence, sans restriction, euh, et il faut manger dès qu'il y a soit la faim, vraiment, soit une envie même de nourriture, ou même la faim psychologique, parce que ça, c'est censé apporter progressivement, dans le temps long, en fait, une forme de régulation, euh, au sens où, effectivement, si je sais que je ne m'interdis pas cet aliment, bah, en fait, à force d'y avoir accès, progressivement, je vais m'en désintéresser spontanément, puisqu'il va plus avoir cette espèce d'attrait transgressif euh, qu'il n'avait que dans la mesure où j'en avais fait, voilà, une sorte de plaisir défendu. Et donc c'est vrai que dans le temps long, ces régimes-là, en fait, finissent par s'approcher de tout ce qu'on appelle le régime intuitif, qui est de simplement manger quand j'ai faim, arrêter de manger quand j'ai pas faim. Euh, et donc, On oui, l'appelle c'est vrai que l'alimentation intuitive, oui, c'est ça. l'alimentation intuitive, qui est pour moi en fait un petit peu le meilleur aboutissement en termes de santé. Mais c'est vrai qu'il suppose quand même une période plus ou moins longue d'expérimentation qui peut être difficile à vivre pour le sujet, puisqu'il peut y avoir une prise de poids. De toute façon, dans la guérison de l'anorexie mentale, comment dire? Il est rare que la rémission n'engage pas des transformations physiques assez profondes. Je me rappelle avoir fait un stage à l'hôpital Montsouris, à l'Institut Mutualiste Montsouris, au département de l'enfant et de l'adolescent. Et c'est un département qui accueille essentiellement des jeunes femmes, d'ailleurs, anorexiques. Et pendant la guérison, il y a un certain nombre de troubles du corps parce que un corps qui a été privé pendant des années ou qui a subi des vomissements auto-induits de façon quotidienne, en fait, quand tout ça, ça s'arrête, bah, il y a énormément de rétention d'eau, et le corps a tendance à se remettre de façon Mhm. un petit peu bizarre. Il va y avoir des membres plus gonflés que d'autres, il peut y avoir une sorte de prise de poids brutale, et donc le corps n'a pas d'emblée l'apparence qu'il aura ensuite, et il faut pouvoir supporter quand même, pour quelqu'un qui sort juste de la maladie, pouvoir supporter cette période. Où il va y avoir toutes sortes de Fluctuante. bizarreries dans l'apparence, voilà exactement, période fluctuante. Euh,
plus l'idée qu'il n'y a pas nécessairement de règles au niveau alimentaire, parce que c'est l'absence de règles qui va permettre à des règles plus intuitives justement de se remettre en place. C'est c'est quelque chose de difficile. Donc c'est vrai que voilà, pour certaines personnes, peut-être suivre malgré tout un certain nombre de règles qui est plus de souplesse, on va dire, que les règles anorexiques, ça peut être envisageable, mais il y a aussi des personnes qui ont besoin de passer par une certaine radicalité, c'est-à-dire plus de règles du tout. Euh, et donc voilà, sur la question identitaire, oui, effectivement, ça devient, comment dire, euh, l'anorexie mentale, c'est pas seulement une apparence maigre, c'est aussi une façon de communiquer un certain nombre d'éléments sur soi-même, de dispositions personnelles qu'on aurait, comme par exemple une inclination à la discipline, à l'ascétisme, une capacité de travail, une indifférence aux plaisirs charnels qui seraient considérés comme des plaisirs inférieurs ou honteux. C'est aussi une façon euh, d'invisibiliser un petit peu le féminin, qui est interprété lui-même comme une faiblesse, ou comme quelque chose qui est en tout cas euh, exposé, qui rend vulnérable, en fait, qui rendrait le sujet vulnérable. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un aspect, on a pu dire en psychanalyse, phallique du corps maigre, c'est-à-dire ça a tendance à donner à la personne soit une apparence androgyne, soit en tout cas à faire ressortir certains éléments masculins. Et donc c'est vrai il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire que l'anorexie mentale devient vraiment une façon de communiquer un style de personnalité à part entière, qui est pas nécessairement la personnalité réelle, spontanée, parce que celle-ci supposerait, comment dire, une meilleure acceptation et même dialectisation de tous ces éléments, y compris les éléments faibles, qui est plutôt une personnalité réglée d'après un idéal du moi vraiment très puissant. Et donc voilà, c'est une personnalité extrêmement sélective, choisie, qui doit un petit peu orienter le regard de l'autre sur soi-même. Donc effectivement, il y a quelque chose d'assez d'assez fortement identitaire avec ce que j'avais dit. Je m'arrêterai là-dessus, mais dans ma thèse, j'avais notamment parlé du fait que les sujets anorexiques supportaient mal l'aléa du jugement extérieur, et même le fait que les autres puissent ne pas les comprendre ou faire des méprises sur elles. Et donc, à travers la maigreur, il y a cette façon d'orienter le jugement de l'autre de façon presque mécanique, euh, en laissant transparaître voilà, cette version très sculptée, très travaillée de soi-même. Et Muriel Darmon, dans son livre Devenir anorexique, parlait d'un corps qui était hors norme et qui du coup ne pouvait plus faire l'objet des jugements sociaux habituels parce qu'il ne rentrait pas dans une catégorie sociale ou une autre, il était dans une sorte de catégorie à part, sui generis. Et donc il y a quelque chose de cet ordre-là aussi à travers la maigreur. C'est pas seulement, on va dire, euh, Mhm. une maigreur qui serait esthétisée, par exemple, ou voilà, bien sûr, la maigreur est un moyen, en fait, en vue d'une fin autre, qui est d'ailleurs immatérielle, euh, et qui est quand même la recherche d'une forme de reconnaissance et la recherche d'un sentiment, euh, comment dire, du sentiment d'être quelqu'un, sentiment d'être quelque chose qui soit identifiable, qui ait des contours nets. Euh, et disons que la maigreur qui fait sortir aussi les os, qui fait sortir vraiment la structure osseuse du corps, a tendance à accentuer aussi ses contours de façon littérale. Mhm. Oui, Donc, c'est comme une sorte de positionnement de la personne. Si tu me permets, Margot, j'aimerais amener aussi l'accent sur la sensation du contrôle. Quand la personne arrive à ses buts, donc à maîtriser son corps, à perdre le poids qu'elle voulait perdre,
C'est une sensation tellement de puissance et de force qu'elle Mm. vient à remplir, donc à nourrir la personne à la place de la nourriture. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui fait penser aussi à ce que tu disais avant, le vide dans la place du trou, le vide dans le trouble alimentaire, comme quelque chose, mettre le vide dedans pour ne plus ressentir aussi des émotions trop inconfortables, des conflits psychiques qui ne sont pas résolus. Et donc une grande détresse, n'est-ce pas? Il y a toujours une grande détresse derrière un trouble alimentaire, comme l'anorexie mentale. Mhm. Je sais pas si tu voulais que mais oui, pour le vide, bien sûr, Mm. c'est vrai, c'est une façon de... ben là, pour le coup, c'est ce que dit Winnicott sur le fait que comment dire, les personnes... alors, il parle pas expressément... Enfin, si, il parle quand même des cas d'anorexie infantile. C'est-à-dire de personnes qui recherchent compulsivement le vide et qui vont l'organiser, soit par le jeûne, effectivement, en mettant le vide à l'intérieur de soi, soit par les vomissements. Euh, et son hypothèse, c'est que elles le font parce qu'il ne leur a pas été donné dans la petite enfance de vivre, d'avoir un éprouvé corporel et psychique normal du vide, qui est selon lui simplement ce dont l'enfant, le bébé fait l'expérience avant d'être nourri. C'est ça le vide en fait, ça n'est que ce qui vient avant la satisfaction du besoin. Mais comme il y a eu une réponse insatisfaisante de l'environnement, euh, ou alors parfois une réponse écrasante, c'est-à-dire une forme de bourrage, d'asphyxie ou de même d'effraction, eh bien le vide n'a pas été vécu. Euh, a dégénéré en autre chose, une expérience plutôt néantisante pour l'enfant dont il s'est protégé par un mécanisme de défense. Il a fait en fait se désolidariser de sa propre expérience. Il a court-circuité l'expérience parce qu'elle était trop intolérable. Donc il dit finalement cette expérience-là qui n'a pas été vécue, c'est ce après quoi le sujet court ensuite en essayant de le vivre, sauf que dans l'anorexie mentale, on voit bien que c'est plus une façon de dominer le vide Mhm. effectivement, pour le conjurer, que que de l'éprouver véritablement. Et, mais oui, effectivement, il y a alors, ça j'en ai un petit peu parlé dans la préface d'ailleurs rédigée pour ton livre, Sarah, mais il y a un enjeu thérapeutique majeur à ce niveau-là, puisque souvent le fait de s'abandonner à un certain vide, et par vide, il faut entendre le fait de ne pas communiquer, le fait d'être dans Ouais. la solitude, le fait d'être dans une forme de silence, dans une bulle intérieure, dans une forme de rêverie aussi, de passivité. Euh, la capacité à s'abandonner à ce vide-là temporairement est absolument cruciale, puisque en réalité, c'est ce dont le sujet anorexique est avide et qu'il essaie d'organiser à travers son symptôme alimentaire, mais dont il ne conquiert jamais vraiment la liberté. C'est-à-dire que en réalité, il ne se sent jamais libre de ne pas communiquer. Il reste dans un rapport assez servile aux autres. Et donc finalement, la seule façon de se défendre de ça, c'est d'avoir cette transgression du symptôme alimentaire qui isole, parce que bah, par exemple, les sujets anorexiques vont décliner des invitations à déjeuner avec les autres ou des repas en société, tout ça devient impossible. Les Les crises boulimiques de boulimie, aussi, hein. Mm. exactement, tout ça se fait dans le secret, les vomissements, mais donc c'est une façon d'organiser quand même le silence, c'est une façon d'organiser la déconnexion. Et donc ce qu'il faut essayer de penser dans la thérapie, c'est comment atteindre une expérience tolérable du vide qui ne soit pas médiée par le symptôme alimentaire et par une forme d'autodestruction. Magnifique. Eh bien, c'est à partir du vide que quelque chose peut naître aussi. Surtout si Absolument. on a la chance d'être suivi en thérapie. Et ça me parle beaucoup, tout ce que tu dis. J'aimerais demander à Fanny qu'est-ce qu'elle en pense. Est-ce que, euh, est-ce Je que trouve ça que te parle? oui, c'est très, très, très intéressant, je trouve. Enfin, après, clairement, bah, c'est vrai que
comme je vous ai dit, ben moi, des fois, je suis un peu confrontée au TCA ben, par rapport aux discussions que j'ai, par rapport aux historiques aussi, enfin, à l'histoire que les personnes que je suis ont avec elles, et les choses qu'on discute. Après, c'est vrai que euh, ben, je trouve que c'est hyper intéressant de savoir ben, qu'est-ce qui se passe derrière et puis que c'est pas juste ben, que vraiment, il y a vraiment ce trouble qui est. Bah, comme tu dis, c'est vraiment à plein de niveaux. C'est pas juste, ah bah, je veux être mince. En fait, il y a beaucoup, beaucoup plus de choses qui se jouent derrière. Et Mhm. c'est vrai que bah, c'est toutes des choses. Moi, je pense vraiment que ben, certaines personnes, ça m'est déjà arrivé en discutant avec elles ou comme ça, de dire, bah, en fait, je pense que ça serait peut-être bien d'être accompagné par quelqu'un qui est, voilà, qui puisse vraiment t'aider dans cette problématique ou dans ce challenge-là. Parce que c'est vrai que toute seule, ben, comme tu dis, Margot, c'est tellement complexe en fait. Je vois pas, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous êtes mieux placée que moi pour juger de ça, mais de s'en sortir toute seule face à ça, ben, c'est quand même, ouais, M- on n'y arrive Moi, pas, je pense. Enfin, non, ouais, moi j'ai essayé longtemps, j'ai pas réussi à m'en sortir toute seule. ouais, J'ai eu ouais. besoin et j'ai grandement profité de la psychanalyse, d'une Mhm, psychanalyse pour pouvoir mhm, comprendre tout ce que j'avais introjecté. Il y a quelque mhm, chose de métaphorique dans le symptôme Mhm. et la personne qui se retrouve à vomir, par exemple, ce qu'elle a ingéré, qu'elle ne peut pas garder, ça fait appel à un sentiment insupportable d'envahissement, mais un envahissement qui Mhm. vient d'ailleurs aussi. Ailleurs, c'est-à-dire que la personne a déjà été envahie avant, psychiquement avant de s'envahir avec de la nourriture. Et, euh, et là, ça m'a tellement parlé, Margot, quand tu as écrit cette préface pour mon livre récemment paru aux éditions Favre. Encore merci beaucoup. Tu as tellement bien souligné et mis en avant cet aspect hyper important qui ne doit jamais être sous-estimé, à quel point la personne qui a un trouble alimentaire, une crise alimentaire ou un moment avide, elle jouit de se retrouver seule. Elle est heureuse de s'isoler, elle a besoin de s'isoler et de retrouver ce noyau, comme tu disais, ce self qui Mhm. n'est pas envahi, qui n'est pas, comme tu disais avant, quelque chose de très très intéressant, le bourrage, l'asphyxie de l'autre. Mhm. Donc le dépassement psychique qui a eu lieu, par exemple, des parents, des effractions qui parlent trop de leurs conflits à la maison, qui disent des choses inappropriées, intimes, qu'un enfant ne devrait pas entendre. Mhm. Et en effet, bah, les troubles alimentaires ne parlent pas seulement de nourriture. On est là pour ça ce soir, pour dire que il n'y a pas qu'une question de maîtrise et de contrôle de la nourriture. Quand il y a ce genre de troubles, il y a des difficultés psychiques beaucoup plus profondes. Oui, bien sûr, sur le vécu d'envahissement dont tu parlais, c'est intéressant puisque ça me rappelle cette remarque que faisait Ferenczi. Je crois que c'est dans son journal clinique. où il parle du fait que l'alcoolisme, par exemple, est une forme d'intoxication volontaire, mais qu'on ne peut pas comprendre si on ne la relie pas à justement un vécu antérieur d'intoxication, qui est effectivement un vécu d'effraction, d'intrusion. Ou ce que Racamier appelle aussi un vécu de transpercement dans ses réflexions sur l'inceste et l'incestuel. Mhm, Puisque c'est vrai que quand même dans le passif de nombreuses femmes anorexiques, il y a aussi des abus sexuels ou incestueux, des climats familiaux d'incestualité. Mais effectivement, le fait par exemple, de rendre l'enfant témoin de conflits parentaux ou de problèmes d'adultes, c'est déjà une forme d'incestualité puisque c'est une négation de la différence générationnelle. Et puis, c'est une façon de parentifier l'enfant en quelque sorte, avec des adultes qui se mettent eux-mêmes dans une position infantile en étant totalement débordés émotionnellement. Donc c'est vrai qu'il y a, voilà, et puis et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ces deux formes de vécu qui en fait peuvent avoir la même conséquence. C'est à la fois peut-être une négligence, le fait que l'enfant soit
livré à lui-même. Euh, le fait que le vide soit devenu une expérience intolérable puisqu'il a été prolongé au-delà d'un seuil d'attente supportable pour l'enfant. Là, ça va être plutôt une figure parentale absente ou déprimée ou défaillante. Euh, mais c'est aussi, à contrario, un vécu d'envahissement, d'écrasement, et effectivement, ce que Winnicott appelle comment dire, la violation de ce qu'il considère comme le noyau du self, qui est cette sorte de partie la plus intime, la plus intérieure de la personnalité, qui normalement ne communique pas avec le monde extérieur. C'est très intéressant parce qu'il a voilà cette conception de la personnalité en plusieurs couches. Et la partie la plus centrale est en même temps toujours retirée. Et euh, si quelqu'un cherche à s'introduire dans cette partie, à la dénaturer, c'est à un sens l'une des choses les plus graves qui puissent se produire. Winnicott fait même un trait d'esprit en disant être violé et dévoré par des cannibales, ça n'est qu'une bagatelle en comparaison de la violation du noyau du self, du vrai self. Euh, donc, euh, donc il y a aussi cette effraction. Mais en fait, un trop plein d'absence ou un trop de présence vont avoir cette même conséquence pour le sujet qu'il ne pourra pas effectivement se retirer sereinement en lui-même dans cette partie inaliénable de son être euh, et assumer à ce moment-là sans culpabilité, sans détresse, sans peur de perdre le lien à l'autre. Euh, effectivement, sa solitude est peut-être une position un petit peu temporairement égoïste, au sens où il est indisponible à l'autre. Et je crois que dans le symptôme alimentaire, c'est ce que recherche beaucoup de sujets, cette position égoïste, d'ailleurs, le fait de se Mhm. dire, tiens, ma journée de travail est finie, maintenant je vais aller m'acheter toutes sortes de choses dans un supermarché, Les et puis je vais rentrer récompenses. chez moi, tout dévorer, les récompenses, et à ce moment-là, le téléphone est éteint et je ne réponds plus à personne, et pendant toutes ces heures-là, effectivement, c'est que pour moi, c'est que du temps pour moi. On me Euh, fiche la paix et ça fait du bien. Il y a quelque chose. donc on voit bien qu'il y a une recherche d'une approximation de ce que pourrait être une position égoïste saine, qui serait simplement une absence temporaire de communication. C'est intéressant de voir que il y a tout de même quelque chose de sain dans le symptôme, c'est-à-dire il y a une tentative d'assainir quelque chose maladroitement, ça c'est clair. Mais Oui, oui, absolument. Moi, je crois qu'on peut pas, on ne, comment dire, d'ailleurs, c'est un petit peu à l'image de ce que Winnicott disait de la dépression, en disant que la dépression était le plus noble de tous les troubles mentaux, parce que pour lui, comment dire, un sujet qui réussit à faire une dépression, entre guillemets, présente plus d'espoir thérapeutique qu'un sujet qui est très obsessionnel, très rigide. Mais de la même façon aussi, un sujet qui tombe dans l'anorexie mentale, se révolte. Enfin, il y a quelque chose, et donc il va autant y avoir, en fait, simultanément, il y a autant une rigidification de défenses anciennes qui sont effectivement très coûteuses pour le sujet, et d'autre part une tentative de s'extirper et de s'affirmer. Donc c'est vrai qu'il y a indissociablement les deux, et c'est là que je trouve que d'ailleurs la rémission est, comment dire, il faut pouvoir s'orienter. Il peut y avoir quelque chose de labyrinthique, effectivement, ça rejoint ce que tu disais, Fanny, tout à l'heure, mais c'est vrai que sortir de l'anorexie mentale sans être aidé, c'est difficile aussi par rapport à ça, parce que il faut savoir ce qu'on peut jeter et ce qu'on peut garder de l'anorexie mentale, parce qu'elle n'est pas toute pathologique. L'existence antérieure à l'anorexie est souvent une existence qui était, comment dire, mutilante pour le sujet. Donc, il a quand même réussi quelque chose. Il a réussi à s'arracher à quelque chose à travers l'anorexie mentale, engager peut-être parfois un processus d'autonomisation, de différenciation. Et donc, il faut essayer de voir ce qu'il faut prolonger, ce à quoi on peut donner une forme, voilà, moins violente, et ce qu'on peut laisser derrière soi. Mais ça a une certaine complexité. j'ai, disons, l'opportunité d'accompagner une personne qui a vécu
une longue période d'anorexie et de restriction, donc très très difficile. Je n'étais pas sa thérapeute à ce moment-là. Aujourd'hui, il va mieux, donc il a quand même retrouvé euh, sa vitalité, sa force physique, mais il garde une attitude stricte de contrôle. Et là, j'aimerais montrer à quel point, finalement, le contrôle peut prendre une forme différente chez chacun. Et c'est extrêmement important de pouvoir faire parler la personne de comment elle mange, comment il est son symptôme, pour pouvoir faire des liens avec sa biographie, les événements de sa vie, et finalement comprendre pourquoi ce symptôme il s'est mis en place, quel est le sens du symptôme et en quoi ça l'aide en fait. C'est un garçon, hein. En l'occurrence, c'est un garçon. C'est une personne qui mange aujourd'hui une seule fois par jour. Donc, il a déjà ce cadre. Je peux manger une fois par jour. Et il décide de manger le soir. Il mange une fois par jour le soir avec un très très grand repas ritualisé. Et le repas devient un rituel extrêmement cadré et indispensable. Il doit le faire seul. Il doit manger ce qu'il veut, au rythme qu'il veut, dans une temporalité, une priorisation des aliments cadrée. Le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à faire autrement. Puis elle mange étonnamment les soirs, seulement, c'est pas étonnant en réalité, seulement les aliments qui lui font vraiment plaisir. Des aliments qui sont croustillants, qui sont frais, qui ont du goût. C'est comment rester en contrôle tout en s'accordant du plaisir, tout seul. Et c'est difficile parce que le contrôle devient une prison pour lui. Ça l'empêche de partager un repas au restaurant avec les amis. Ce symptôme qui a une fonction étonnamment positive et protectrice parce que lui, il s'accorde avec l'alimentation et avec ce repas le plaisir, la reconnaissance, la validation qu'il n'a jamais eu en tant qu'enfant de la part de sa mère. Un espace où il n'est pas lié au regard de l'autre. Oui, 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 totalement. Ça rejoint un espace aussi où il peut y avoir une forme d'automaternage. Pour ce que tu disais, le fait de s'accorder du plaisir. Euh, et donc, oui, là, on est typiquement dans une forme un petit peu intermédiaire. C'est pas tout à fait de l'anorexie mentale, mais c'est pas tout à fait euh, la rémission, on va dire, dans sa forme la plus aboutie. Mais c'est vrai qu'il y a une grande paradoxalité, voilà, de cette situation intermédiaire, puisqu'il y a encore, Mhm, il y a encore ce cadre avec lequel il est difficile de prendre des libertés, et puis surtout, il est difficile d'avoir du plaisir dans, comment dire, en étant ouvert à ce qui dans l'existence est un petit peu plus incertain ou mouvant. Donc, il y a peu moins, comment dire, pas vraiment cette adaptabilité ou cette capacité à prendre du plaisir aussi dans l'imprévu. Euh, et en même temps, effectivement, il y a quelque chose, il y a quelque chose dans cette solitude qui est absolument, absolument fondamentale et qu'il a réussi à aménager. mhm, Euh, donc c'est vrai que oui, il peut y avoir quelque chose de très très rassurant à savoir que tous les jours il y a ce moment qui est aménagé. mhm, Mais en même temps, ça montre qu'il y a, comment dire, euh, oui, en même temps, on peut dire que même chez des personnes saines, c'est normal de s'aménager quelque chose qui aurait un caractère inaliénable par rapport aux empiètements possibles de l'environnement ou des autres, hein, et de délimiter cette sorte de sphère euh, dans laquelle le sujet est tout à lui-même. C'est vrai que le fait que ça passe par l'aliment et peut-être peut-être quelque chose de dire. On peut imaginer que ça évolue vers d'autres objets.
que ça puisse circuler un petit peu autrement dans d'autres situations. Cette sorte de plaisir solitaire et euh, de moments effectivement où la personne est quand même euh, peut s'arracher au regard euh, et au jugement. C'est vrai on peut l'imaginer avec d'autres activités que l'activité alimentaire. Par exemple, là je fais appel à mon histoire personnelle, mais c'est vrai que dans mon parcours, de façon assez singulière, c'est plutôt les livres et l'étude qui ont tout à fait pris le relais de ce que la nourriture pouvait apporter à ce niveau-là. Euh, enfin, bien sûr, il y avait déjà les livres et l'étude avant, mais là, c'est vrai que c'est devenu un espace dans lequel je sais que je peux pas être atteinte par quelque chose d'extérieur. Euh, Un et donc, je refuge. pense que un refuge, exactement, et qui a une dimension nourrissante, puisque encore maintenant, c'est vrai que je décris quand même toujours, j'utilise toujours la métaphore alimentaire. J'ai le sentiment d'être nourrie quand je lis quelque chose. J'ai le sentiment de recevoir une forme de substance qui peut féconder ma propre vie imaginative, ma propre vie intellectuelle. Euh, et donc, euh, et donc, c'est vrai on peut espérer quand même que dans la guérison, là aussi, ça puisse euh, un petit peu dépasser l'objet alimentaire. Euh, mais en soi, je trouve que cet espace aménagé comme ça pour soi, c'est quelque chose qui est en fait en réalité assez normal. Une question récurrente que les personnes se posent, c'est à partir de quand je sais que je souffre d'un trouble alimentaire? Lorsque la personne n'a plus réellement le choix, quand elle aimerait pouvoir faire autrement, mais elle n'y arrive pas. J'aimerais vous remercier pour votre présence, pour le partage. J'espère que cette rencontre aura permis d'ouvrir une réflexion plus nuancée, humaine autour du contrôle du corps et des troubles alimentaires aujourd'hui. Un immense merci à mes invités, Fanny Rillet et Margot Méran-Goldmink. Merci pour votre présence, votre générosité et la richesse de vos réflexions. Avec plaisir, merci à toi. J'invite tout le monde à retrouver leur travail sur leurs réseaux sociaux et leurs sites internet respectifs. Est-ce que vous auriez envie de les mentionner? Moi, le site, c'est du coup margotmeran.fr. Voilà, qui répertorie effectivement l'ensemble de mes travaux. Donc, c'est vrai que c'est peut-être la voie la plus courte pour essayer de retrouver. Et Fanny? Oui, moi de mon côté, c'est plutôt peut-être mon compte Instagram, là où c'est plus facile de me contacter. Donc, Fanny underscore TMC underscore nutrition. C'est là que vous pouvez sans autre voilà, venir discuter ou voir un peu ce que je propose avec plaisir. Merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver sur vos réseaux. Merci, une bonne soirée. Merci Sarah. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.